Voici des hauts responsables du 6e corps d'armée de la République populaire démocratique de Corée. Ils se préparent à l'événement le plus important de leur vie. Quand la nuit tombera, une unité devra se diriger vers le bâtiment de la station de radiodiffusion centrale coréenne. Elle prendra le contrôle de la station et diffusera la nouvelle du coup d'État dans tout le pays. Pendant ce temps, l'assaut sur le bâtiment du comité central du parti commencera. Les soldats y pénétreront et s'empareront du bureau du leader. Il faudra agir vite et sans hésitation. Oui, aujourd'hui on va parler d'une tentative de coup d'État dans l'une des dictatures les plus sévères au monde. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Bien, un coup d'État en Corée du Nord. Ça se décide pas au dernier moment, les rebelles avaient évidemment un plan. Tout a commencé dans la province de Hamgyong du Nord. Le soulèvement devait éclater dans le nord, après quoi les rebelles comptaient prendre le contrôle du port, de l'université, du centre de communication et des lanceurs de missiles de Chongjin, puis rejoindre le 7e corps d'armée et marcher sur Pyongyang. Ce 7e corps avait déjà tenté un coup d'État en 1993, mais il n'y a pas beaucoup d'infos à ce sujet. Selon le plan, la moitié des troupes étaient sous le commandement du 6e corps, tandis que l'autre moitié devait être formée d'unités locales. Mais tout devait se jouer dans la capitale. Là, des forces spéciales devaient s'emparer du bâtiment du comité central, entrer dans le bureau de Kim Jong-il et prendre le contrôle de la station de radio. Ensuite, le gros des forces devait avancer sur la ville sous prétexte de réprimer une rébellion, mais en réalité, il s'agissait d'arrêter les gardes du corps de l'élite dirigeante, les commandants des forces de défense et de prendre le contrôle des QG de l'armée. Bref, de perturber sérieusement la chaîne de commandement militaire. Il y avait aussi un plan B. Selon ce plan, le 6e corps ne devait pas essayer de prendre la capitale seul, mais à l'aide du soutien de forces extérieures. L'armée sud-coréenne ou américaine devait entrer par le port de Najin et sécuriser l'arrière, après quoi les forces spéciales infiltreraient Pyongyang et s'empareraient des bâtiments clés. Ainsi, dans le premier cas, ça devait commencer comme une guerre civile, dans l'autre comme une invasion. Mais dans les deux scénarios, l'objectif était de s'emparer de la capitale et d'arrêter le dirigeant du pays. À propos, les événements dont je parle aujourd'hui se sont déroulés en 1995. À l'époque, la Corée du Nord traversait l'une des pires crises de son histoire. Après que l'ex-URSS et les pays d'Europe de l'Est ont renoncé au communisme, les subventions ont également cessé. En conséquence, l'économie qui reposait sur l'aide soviétique s'est effondrée et le gouvernement n'a rien pu faire. De 1994 à 1998, 1 million de personnes sont mortes de faim en Corée du Nord. La production s'est arrêtée, les infrastructures se sont effondrées et le pays a sombré dans le chaos. Tout ça s'est produit lors d'un changement de régime. En 1994, Kim Il-sung est décédé, le fondateur de la nation et son dirigeant depuis 1948. Son fils, Kim Jong-il, a pris la relève, mais beaucoup à l'étranger le considéraient comme faible. Les perspectives étaient sombres. Les analystes internationaux affirmaient que le régime ne tiendrait pas et en Corée du Nord, le sentiment était similaire. Ça a causé du mouvement au sein de l'armée. Les actes d'insubordination ont augmenté alors que pourtant c'était très risqué. Mais aucune purge n'a eu lieu, l'ampleur du mécontentement était trop grande. Surtout dans le nord-est, dans la province de Hamgyong du Nord, la plus pauvre. Le climat rigoureux rendait la culture difficile et il n'y avait même pas assez de nourriture pour les militaires. C'est pourquoi le coup d'État a été planifié là-bas. Dans ce contexte tendu, certaines unités du 6e corps d'armée ont commencé à évoquer un coup d'État pour faire tomber le parti et la famille Kim. En 1995, le régime étant en difficulté, de nombreuses unités envisageaient sans doute de se révolter. Je dis sans doute car on ne peut pas être affirmatif. Les sources divergent sur la date du coup d'État et son ampleur. Armin Rosen de Business Insider affirme que ça s'est passé au printemps 95, Kim So-yeol parle de 96 et Andrew Salmon du Daily Telegraph évoque 1997. Barbara Demick, chef du bureau de Pékin du Los Angeles Times et autrice du succès de librairie Vie ordinaire en Corée du Nord, a une autre opinion. Dans une interview de 2009 au New Yorker, elle a déclaré qu'il était improbable qu'il y ait eu une tentative de coup d'État en 1995.
Demik a dit s'appuyer sur un travail approfondi auprès de transfuges nord-coréens de Chongjin. Leurs témoignages ont servi de base à son livre. Selon elle, les habitants de Chongjin ont entendu parler d'un coup d'État, mais ce n'était que des rumeurs. Le plus probable, c'est que de nombreux soldats sont morts de faim, sans causer de soulèvement. Pourtant, il est communément admis qu'il y a bien eu une tentative de coup d'État et qu'elle a eu lieu en 1995. La rébellion était dirigée par des officiers supérieurs du 6e corps d'armée. Comme je l'ai dit, il était stationné à Chongjin, dans le Hamgyong du Nord. Il était considéré comme une unité arrière, car il se trouvait près de la frontière chinoise, un pays ami. Le corps se composait de 3 divisions d'infanterie, d'1 division d'artillerie et de 4 brigades spécialisées dans le tir de missiles. Mais sa structure et son emplacement étaient uniques. En effet, le 6e corps contrôlait le commerce avec la Chine, ce qui lui donnait accès à des devises étrangères. Ainsi, il disposait de la couverture rêvée pour collecter des fonds. Les officiers, dont le commissaire politique et le commandant de l'artillerie, prétendaient que la collecte d'argent servait à acheter de l'équipement, mais en réalité, ils planifiaient un coup d'État. Ils disposaient notamment de dollars, faciles à obtenir en contrebande. Des comités politiques, des commandants de bataillon et même des fonctionnaires civils comme le secrétaire en chef de la province et les directeurs adjoints de la sécurité ont participé à la planification. Cette unité ne sortait pas de nulle part. Comme je l'ai dit, la famine faisait rage et la capitale refusait d'envoyer de la nourriture dans le Hamgyong. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les préparatifs étaient déguisés en opérations monétaires, mais le réseau a pris de l'ampleur et les mouvements d'argent sont devenus trop évidents. Selon une théorie, c'est ce qui a attiré l'attention des services de sécurité. Tout a été découvert. Dans la société nord-coréenne, l'incident est connu comme une simple affaire de corruption. Mais le nombre de mutations au sein des unités militaires et les licenciements qui ont suivi suggèrent un problème bien plus sérieux. Mais découvrir un complot ne suffit pas, encore faut-il pouvoir y mettre fin. Les autorités ont eu la chance de découvrir les plans des rebelles avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, le gendre de Kim Jong-il a fait arrêter les dirigeants du corps d'armée. Une fusillade a éclaté, mais elle s'est terminée par leur capture. Ainsi, la tentative de coup d'État a échoué. Mais était-ce la faute des rebelles ? En réalité, il ne manquait ni de soutien ni d'organisation. C'est le système lui-même qui a failli. L'armée nord-coréenne est de type triangulaire. Chaque commandant possède 2 superviseurs, un commissaire politique et un officier de sécurité. Tous 3 ont le même rang et toute action importante, comme le déplacement d'un corps d'armée, nécessite leur signature. C'est pareil à tous les niveaux. Comité politique, commandant et agent de sécurité se surveillent mutuellement. Au sommet de l'État, le commandement de la sécurité et de la défense veille à l'aide d'écoutes téléphoniques. Parfois, les officiers peuvent faire remonter directement les infos aux dirigeants suprêmes. En gros, n'importe qui peut dénoncer n'importe qui. La paranoïa est partie intégrante du système. Dans le cas du 6e corps, tout a commencé avec un commissaire politique qui a décidé de monter un coup d'État. Il a convaincu le chef de la sécurité, mais le commandant du corps était réticent. Quand les rebelles lui ont révélé leur plan et l'ont invité à se joindre à eux, il a refusé. Alors, ils l'ont tué. Ils ont glissé du poison dans sa boisson, sachant qu'il allait dénoncer le complot. Le journal Rodong Sinmun a plus tard déclaré qu'il était mort des suites d'une longue maladie. Mais à ce moment-là, le système avait déjà fait son travail. Les rebelles avaient été arrêtés. Hwang Jong-yop, l'un des transfuges les plus connus de Corée du Nord, l'affirme « Là où la conscience politique est faible, l'armée peut prendre le dessus ». Mais en Corée du Nord, le système politique est indissociable de l'armée, ce qui empêche tout coup d'État. De plus, après cet incident, le régime a tiré des leçons. Le système reposait sur la loyauté de l'armée, alors il a commencé à l'acheter. Les officiers supérieurs recevaient des cadeaux, voitures étrangères et alcool coûteux, ou encore instruments de musique et cigares de luxe. Est-ce que ça a marché ? Difficile à dire. En tout cas, il y a eu d'autres incidents. Un ancien agent coréen de la CIA a affirmé que Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il ont survécu à plusieurs tentatives de coup d'État au milieu des années 90. L'une des plus sérieuses a été organisée par 11 officiers de haut rang qui avaient étudié ensemble à l'académie militaire de Frunze à Moscou. Selon leur plan, le général Okuk-Ryol devait prendre le pouvoir. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le général a averti les services de sécurité.
Le complot a été déjoué, le général Oh a gagné la confiance totale de Kim Jong-il et les autres rebelles ont été exécutés. Le même sort attendait le coup d'État de 1995. Tout a commencé par une opération secrète. Des membres du comité politique et autres dirigeants ont été attirés à l'aérodrome de Riwon sous prétexte d'une réunion. Une fois rassemblés, des soldats ont pris d'assaut le bâtiment. Ensuite, comme je l'ai dit, ont eu lieu une fusillade et des arrestations. L'enquête a pris près de 10 mois. Pendant ce temps, on a étudié non seulement les activités des rebelles, mais aussi de leur entourage, administrateurs, officiers, proches. Au total, 400 personnes ont été condamnées. 40 ont été exécutées. Les autres ont reçu des peines variées. Certains ont été envoyés dans des camps de travail ou dans des mines de charbon. Selon certaines infos, des dizaines d'officiers ont été abattus à la mitrailleuse ou brûlés vifs dans leur QG, mais j'ai des doutes. En effet, pourquoi la Corée du Nord tuerait des gens au lieu de les forcer à travailler ? L'ancien analyste de la CIA Michael Yee affirme qu'au total, 400 militaires et leurs familles ont été arrêtés. Les proches ont été emmenés dans des camps et même des cousins au 6e degré ont été punis. Étant donné que l'administration d'une province entière était impliquée, l'ampleur de la répression me semble réaliste. Un transfuge, qui servait dans le 6e corps à l'époque, a raconté comment son unité a été rappelée et a reçu l'ordre de prendre le train pour le Hamgyong du Sud le jour même. Selon le commandant, c'était parce que des infos concernant le corps avaient fuité vers le renseignement sud-coréen. La nuit, les soldats ont été chargés dans des trains de marchandises et envoyés dans la province de Kangwon. Beaucoup ont fini dans des camps de travail et des mines. Par suite du coup d'État, le 6e corps d'armée a été anéanti. L'unité a ensuite été dissoute et les soldats qui servaient dans le 6e corps et qui avaient échappé à la punition ont été absorbés par le 9e corps. Ça a permis de cacher le coup d'État au public. Le 9e corps était également stationné dans la province de Hamgyong du Nord et il remplissait des fonctions similaires. Et même si 30 ans se sont écoulés depuis l'incident, on ne sait toujours presque rien. Ça montre à quel point Pyongyang est doué pour cacher la vérité au monde. En tout cas, le 6e corps n'existe plus, ou alors il possède un statut spécial. Si spécial que personne ne sait rien à son sujet. Je ne sors pas ça de mon chapeau, je m'appuie sur des faits. Par exemple, le défilé célébrant le 75e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, qui a été enregistré et diffusé. À cette occasion, la Corée du Nord a présenté toutes les unités participant au défilé et leurs commandants. C'était riche de détails. Sur le modèle, le 4e corps garde fermement la frontière sud-ouest sous le commandement du général de division Pak Kwang-ju. En même temps, une carte montrant les emplacements des unités militaires était affichée. Et en regardant de près, on peut voir que l'unité 6 est absente de la carte, et dans la liste à côté, l'unité 11 également. Le 11e corps se compose de forces spéciales, connues sous le nom de corps de tempête, et c'est la seule unité à laquelle la Corée du Nord n'a pas assigné de commandant. Ça explique pourquoi elle n'est pas sur la liste. Quant au 6e corps, il n'existe tout simplement pas. Aucune unité lui correspondant n'est jamais apparue. Le corps n'a pas participé au défilé. Et un fonctionnaire du gouvernement a déclaré « Le 6e corps a été retiré de la structure militaire de la Corée du Nord après l'incident du 6e corps au milieu des années 90 ». Apparemment, depuis lors, le pays n'a plus utilisé le nom 6e corps lors de la création de nouveaux corps. C'est peut-être même interdit. Ça ne m'étonnerait pas. Surtout compte tenu de la façon dont la Corée du Nord traite toute forme de trahison. Des transfuges affirment que pointer du doigt le leader suprême est considéré comme une trahison. Ainsi, la disparition du 6e corps est parfaitement logique en termes de politique intérieure. Cette unité ayant tenté de renverser le gouvernement a été effacée de l'histoire. Quant à l'échec de la tentative, certains experts militaires l'ont considéré comme inévitable. Ils ont qualifié le plan de coup d'État d'irréaliste car le Hamgyong du Nord et Pyongyang sont trop éloignés géographiquement. Atteindre la capitale depuis les régions du Nord est difficile et le 6e corps manquait de puissance de feu. Cependant, malgré la puissance de la propagande nord-coréenne, le parti n'a pas pu dissimuler la tentative de coup d'État. Du moins, pas totalement. Selon le journal Daily NK, l'impact était trop important pour être mis sous le tapis. La nouvelle s'est répandue dans l'armée et les services de renseignement et tous ceux qui ont servi à l'époque ont entendu parler de l'incident. Surtout dans la province de Hamgyong du Nord, où tout a commencé. Certes, d'aucuns ont nié la fiabilité des informations, mais dans une société fermée, rumeurs et spéculations se propagent vite et loin.
D'autant que ça a été confirmé par l'autre camp également. En 1999, le Washington Times a publié des fichiers de renseignement américains top secret. Et il l'affirmait, dans les années 90, il y a bien eu une tentative de coup d'État en Corée du Nord. Cependant, malgré ça, certains ne croient toujours pas au coup d'État. Ils ont des arguments et même des théories pour expliquer ce qui est arrivé au 6e corps. Il y a en fait plusieurs versions, mais la plus plausible est celle d'une décision prise par Kim Jong-il. D'après elle, le dirigeant nord-coréen aurait décidé que le 6e corps profitait un peu trop du commerce lucratif à la frontière chinoise. Sachant que l'armée a toujours contrôlé les entreprises commerciales échangeant aussi bien des légumes que des articles illégaux, ça semble plausible. De plus, les gens qui nient que le coup d'État ait eu lieu pointent du doigt le manque de preuves et les incohérences du dossier. Les noms des dirigeants sont inconnus, le plan était irréaliste. Bref, toute cette histoire se limiterait à des rumeurs. Une théorie prétend même savoir qui en est à l'origine. Apparemment, une informatrice aurait entendu un officier ivre parler et elle en aurait déduit l'existence d'un projet de coup d'État. Cela dit, personne ne l'a cru. Mais peut-être qu'un coup d'État serait possible aujourd'hui. En 2011, des transfuges ont évoqué l'instabilité de l'armée nord-coréenne. Dans ces circonstances, ont-ils dit, une autre tentative de coup d'État, similaire au plan du 6e corps, n'était pas à exclure. À l'époque, le nombre d'éléments déclencheurs d'un soulèvement ne faisait que croître. Les soldats souffraient à nouveau de malnutrition, et ce depuis des années. À plusieurs reprises, ils avaient dû se contenter de grains de maïs et de soupe salée. De plus, la quantité d'informations a augmenté, preuve que les critiques à l'égard des hauts responsables et du gouvernement s'accumulaient. En 2005, des médias japonais ont même publié plusieurs reportages, par exemple un article sur un groupe anti-gouvernemental appelé les Camarades de la Jeunesse Libre et des images de banderoles sur un mur à Hoi-ryong. Mais on est maintenant en 2025 et le mécontentement ne s'est pas traduit en actes. Certes, il y a sans doute des gens qui sont prêts à prendre des risques et à s'opposer au régime, mais ils sont désorganisés. De plus, en Corée du Nord, les restrictions sont nombreuses. Par exemple, on peut même pas se déplacer librement d'une province à l'autre, donc organiser la critique du régime est très difficile. La technologie est aussi un facteur important. Internet, réseaux sociaux et téléphones portables ont été déterminants dans les mouvements démocratiques en Égypte et en Tunisie. Mais en Corée du Nord, on peut pas s'en servir, et organiser un coup d'État dans de telles conditions est impossible. La propagation rapide de l'information est au cœur des révolutions modernes. En son absence, le régime nord-coréen a les mains libres. Vous me devez un like. À plus.